face à l'Irrawaddy, à quelques encablures de Mandalay, un dernier bivouac. Ultime moment d'intimité avant de traverser la ville bruyante et animée. Je suis au cœur du Myanmar, plongé dans un poème de Rudyard Kipling. Je suis en plein cœur du salar de Uyuni, je suis dans les gorges du Roussi à Akaba. Alors je suis en Anatolie, je viens d'arriver au sommet des mines de soufre. Je suis à Uchma, je suis ici à Isfahan, je suis au village de Queen Elizabeth National Park, l'un des parcs. Alors je suis ici dans le Wadi Rum. Alors je suis à Pergamon sur l'acropole. Voilà, je suis au Kurdistan irakien. Bangkok. Dans le tumulte de la capitale thaïlandaise, je me fraye un chemin parmi le flot de véhicules. Une fois mon visa birman obtenu, je monte dans le premier train m'emmenant pour Ayutthaya. À quelques dizaines de kilomètres de Bangkok s'érigent les pagodes de Ayutthaya, ancienne capitale du royaume thaï jusque dans le courant du XVIIIe siècle, et également point de départ de mon voyage. À la lueur du jour, les stupas de l'ancienne capitale du royaume thaï sont d'un calme absolu. Ces ruines ne sont probablement pas les plus impressionnantes d'Asie du Sud-Est, mais me donnent néanmoins une première impression du patrimoine culturel local. Je me dirige rapidement vers le nord, le long d'interminables autoroutes rectilignes et encombrées. En m'agrippant durant plusieurs heures monotones à des camions, près de 500 km défilent dans l'espace de 3 jours. Un pont enjambe la rivière Mae Nam Hoi. De l'autre côté, la Birmanie, pays au nom mystérieux et fascinant pour la richesse de sa culture et la diversité de ses minorités. Rejetant vigoureusement son passé colonial, la dictature militaire a refermé le pays sur lui-même durant près de 40 ans. Depuis l'ouverture de la frontière il y a plus d'1 an, la région voit affluer chaque jour son lot de cyclo-voyageurs. 3 jours durant, je partage mon chemin avec Anne et Franziska, un jeune couple d'Allemands qui verront défiler les multiples visages de l'Asie, du Cambodge au Moyen-Orient. Les premiers kilomètres cahotant zigzaguent dans les montagnes à travers une mince bande asphaltée vertigineuse et encombrée. Entre 2 checkposts, des femmes s'improvisent en vendeurs ambulants, le visage enduit de pâte de Tanaka, protection efficace contre le soleil et dont les motifs témoignent d'une élégance raffinée. Seule la noix de Bethel semble ici plus populaire. Cette véritable drogue nationale mâchée à longueur de journée rougit les milliers de sourires. Je lui préfère d'autres saveurs. Parmi les paillotes et les villages de bambou, de nombreuses échoppes permettent de restaurer le visiteur. De l'incontournable thé au lait aux nouilles de riz, la cuisine est au carrefour des influences chinoises et indiennes. Au loin, ci et là, se dressent des pagodes resplendissantes et scintillantes. Elles côtoient d'impressionnantes montagnes karstiques aux silhouettes effilées. Les monastères qui s'y nichent sont nombreux et sont autant de lieux de quiétude que de pèlerinage. À l'écart des sentiers battus, le monastère de Bachin Chingyong. Il regroupe un petit ensemble d'édifices religieux. À l'intérieur, une grotte emplie d'images colorées et de statues retrace les différentes étapes de la vie de Bouddha. Le soleil se couche sur le fleuve Tanwin. À l'ouest, les villes animées de Taton et de Chiakto sont les dernières étapes avant d'effectuer les ultimes kilomètres ralliant Yangon dans un train exsangue et sautillant. Yangon n'est plus la capitale de la Birmanie. Parmi les marchés et les cuisines de rue, les façades coloniales patinées au charme délabré transportent le visiteur dans un autre temps. Alors, je suis devant la pagode de Shwedagon,
site emblématique du Myanmar et l'une des plus hautes pagodes de la ville de Yangon, qui est parcourue aussi bien par des touristes que par des milliers de pèlerins. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle justifie à elle seule le détour dans l'ancienne capitale. La majestueuse pagode de Shwedagon est le gardien de Yangon. En dominant l'horizon, elle fait le lien entre les multiples facettes d'une ville tumultueuse dans laquelle je ne m'attarderai pourtant pas. La route de montagne rejoignant l'État Kaya, petite province retirée au centre-est du pays, reste encore interdite aux étrangers. Et c'est au milieu de la nuit que je franchis les premiers checkpoints. La petite route se transforme en une piste caillouteuse et cahotante que seuls quelques rares véhicules parviennent à emprunter. Dans une jungle qui s'épaissit au fil des kilomètres, surgissent au loin de temps à autre les clochers des églises. C'est la nuit de Noël et je suis dans une église en plein pays, en plein cœur d'un pays bouddhiste. Et oui, même en Birmanie, il y a des chrétiens. J'assiste avec surprise à la messe de Noël en pensant à ces Karen. Cette ethnie importante et elle-même divisée en plusieurs sous-groupes qui a longtemps résisté à la junte au prix d'une guérilla meurtrière. Ici, les minorités semblent poussées par un élan spontané de curiosité que pas même la barrière de la langue ne vienne altérer. Chanor name Emerick Lokorbade. Cette nuit, je suis invité à dormir dans un village au milieu de nulle part. Au terme d'une ultime ascension parmi les rizières asséchées, j'atteins une région de haut plateau pour rejoindre la ville de Loei-Ko. Alors je me trouve à proximité des communautés Padang, communautés aussi célèbres que peu représentatives dans la part de la population birmane. Les femmes de ces communautés utilisent en effet des anneaux de laiton qu'elles enfilent comme des perles autour de leur cou dès l'âge de 5 ans et qui donnent l'impression de l'étirer, de l'allonger au maximum. Hélas, je n'ai pas pris beaucoup de clichés, par pudeur certes, mais aussi par compassion. Compassion et tristesse de voir ces femmes considérées comme de vulgaires objets touristiques par les nombreuses caméras et les nombreux appareils photos des quelques visiteurs parcourant chaque jour ces contrées. Signe que le site se développe, une route est en construction et accueillera d'ici quelques années sans aucun doute de plus en plus de cars et de bus de touristes parcourant ces lieux. My name is Namuna. Namuna. Yes, I address this as I call. Okay. Avec Namuna, on va avoir une compétition de football qui regroupe l'ensemble des villages alentours. Ça a l'air d'être un sport assez populaire ici, puisqu'il y a beaucoup de monde et ça regroupe à la fois les ethnies Pao, les moines et les femmes, les enfants, bref, il y a beaucoup de monde. Donc on va voir ça de plus près. L'équipe jaune a gagné. Mais pour moi, l'essentiel est ailleurs. Parmi les vendeurs à la sauvette et les gargotes provisoires, la compétition paraît regrouper toute la ville et les alentours. Des hommes, des militaires, mais aussi des femmes Pao et des moines bouddhistes m'offrent un spectacle rutilant de couleurs. À quelques kilomètres de là se dressent les pagodes de Kaku, verticales et alignées comme les saris d'une armée de phalanges macédoniennes. Je suis à Kaku, qui est un champ, un ensemble de plusieurs centaines de pagodes, formant un labyrinthe assez dense dans lequel il est parfois assez difficile
de trouver son chemin. Le site compte près de 2000 stupas aux motifs raffinés qui attirent aussi bien touristes étrangers que birmans. La route s'élève avant de redescendre dans le bassin du lac Inle. Je me trouve devant les pagodes de Shwe Intain. Je m'attendais à un site assez bucolique, aux pagodes au charme délaissé, mais j'ai eu le droit plutôt à ça. Des pagodes à la restauration parfois bâclée, qui accueillent chaque jour plusieurs centaines, plusieurs milliers de touristes même. Mais bon, la Birmanie est en train de changer. Dans l'après-midi, le site est envahi par les touristes. Même sur les plateaux dominant le lac, les trekkers sont nombreux. Tous aspirent à rejoindre le lac Inle au terme de 2 ou 3 jours de marche. En m'enfonçant plus profondément sur ce plateau, je traverse les terres Pao. Ici, ces terres sont d'un rouge chatoyant, comme la couleur de leur turban, mais aussi comme la couleur du piment séché sous un soleil ardent. Parmi les champs et les rizières, le bambou des façades des maisons traditionnelles laisse place peu à peu à la brique. Le calme des villages se mêle au paysage bucolique et champêtre. Pour rejoindre la plaine centrale, une longue descente serpente vertigineusement un flanc de montagne. Au loin, le site de Bagan.